sain pour faire le vide, puisque l'oxygénation ou la mauvaise respiration active le mental. Alors lorsque l'on est en état d'apnée, puisque l'on n'a pas d'oxygène, on a tendance plutôt à avoir une meilleure aisance de repos. Mais si on fait trop d'apnée aussi, ça va à l'envers, ça va aussi créer de la tension ou de la vitesse mentale. Donc je te laisse t'installer confortablement et c'est parti. Comme d'habitude, on essaie de ralentir l'entrée d'air dans la cloison nasale en faisant au lieu de on respire par le ventre, je le dirai jamais assez, on expire par la bouche et on inspire par le nez. On continue. N'oublie pas de te concentrer au maximum sur ta respiration. Et si le mental, si l'esprit s'alimente de lui-même ou t'assaille d'une certaine manière, reconcentre-toi simplement sur ta respiration sans le considérer comme victorieux sur ta méditation. C'est-à-dire qu'il t'a agressé, que tu lui donnes raison en l'alimentant davantage, ou sans te culpabiliser de ne pas réussir à te focaliser sur autre chose, parce que le meilleur moyen de se redétendre, c'est juste de repenser à la respiration à défaut de repenser au mental. Donc repense toujours, reviens toujours à ta respiration. Deuxième phase, à savoir apnée entre guillemets. C'est parti.
que c'est dimanche et que j'ai trop mangé à midi ou toute autre chose. Donc voilà, il faut savoir aussi respecter le rythme et le besoin de son corps. On n'est pas toujours identique à chaque moment. Voilà, du coup, je propose qu'on passe directement à l'essence de cette vidéo, à savoir la consolation de l'ange. Ok. Alors, chapitre 13. Pologne, janvier 1945. Les images du passé continuent à défiler et elles éveillent en moi de plus en plus de souvenirs douloureux. La mort de ma grand-mère, la seule que j'ai vraiment connue. Ces moments où mes cousins ont disparu et où nous avons dû nous cacher pour échapper à la rafle. Cet instant où maman, mon frère et moi avons été arrêtés. Ce voyage interminable dans les trains et puis ce camp en Pologne, entouré de barbelés. Ces travaux forcés, ces humiliations, ce froid, cette boue, cette faim, cette odeur horrible de chair brûlée. Ce sentiment d'avoir été privé de mon humanité. La mort de mon petit frère emporté par une pneumonie foudroyante. Cette évacuation soudaine du camp et cette marche forcée dans la neige jusqu'à ce que je tombe et que ma tête heurte cette pierre. Les soldats me croient morte et ne prennent pas la peine de m'achever. Ils battent ma mère en larmes qui refuse de me laisser. Je vois toute cette horreur. J'en ressens de la peine, mais je suis malgré tout en paix. Comment est-ce possible ? Chapitre 14. France, juillet 2019. À cet instant, une infirmière accompagnée d'un médecin et d'un jeune interne pénètre dans la chambre. Alors, comment vous sentez-vous ? Lance le médecin à l'intention d'Hugo pendant que l'infirmière prend sa tension. Ça va, répond Hugo de manière laconique. Vous avez été à la selle ? Pas encore. De l'appétit, poursuit le médecin en auscultant la langue du jeune homme. Non, pas du tout. La tension est encore un peu basse, mais rien de grave, reprend le médecin après avoir jeté un œil au tensiomètre. Il teste encore Hugo au stéthoscope, lui prend le pouls et conclut avec un large sourire. Tout va bien au niveau physique, vous aurez demain matin la visite du médecin psychiatre. Pourquoi faire ? Répond Hugo abruptement. Le médecin semble un peu déstabilisé, puis finit par lâcher de manière aussi abrupte. C'est la procédure après une tentative de suicide. C'est n'importe quoi, s'insurge Hugo. Et je suis là encore pour combien de temps ? On ne vous laissera sortir qu'après le rapport du psychiatre. J'espère que vous n'avez plus les idées aussi noires. Hugo détourne la tête et reste mutique. Le médecin se retourne vers Blanche. C'est le docteur Guérin qui vous suit, n'est-ce pas ? En effet, il est passé ce matin, tout va bien, je m'éteins doucement. Le médecin esquisse un sourire mécanique et s'apprête à quitter la chambre en compagnie de l'infirmière.
essayer de vous en passer encore une soirée, jeune homme. Une fois le personnel médical parti, Blanche s'adresse à Hugo. Je comprends pour ton père, mais ce ne serait pas plus mal que tu lui dises la vérité, non? Que j'ai tenté de me suicider à cause de mon échec au concours. C'est ce que tu m'as dit. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. C'était le truc de trop, mais au fond j'aime pas la vie, contrairement à vous. Je crois qu'elle n'a aucun sens. On fait un petit tour de piste, et hop, on s'en va. Certains restent plus longtemps, certains sont applaudis, d'autres hués. La plupart vivent dans l'indifférence générale. On travaille comme des malades pour gagner de l'argent. On fonde une famille, on achète une maison, comme si on était immortel. Et au final on perd tout. Travail, amis, maison, famille. Tout doit disparaître. Alors à quoi bon faire tant d'efforts? Tout ça n'a aucun sens. Autant en finir au plus vite et retourner au néant, d'où on a surgi par un malheureux hasard. Blanche, émue, écoute Hugo, la tête légèrement penchée vers lui. Elle comprend parfaitement ce que le jeune homme éprouve. Après un silence, elle lui répond d'une voix très douce, presque tremblante. Je sais ce que tu ressens, Hugo. Je n'ai pas toujours aimé la vie, ni pensé qu'elle avait du sens. Moi-même, lorsque j'avais 17 ans, j'ai traversé les pires épreuves de mon existence et je n'avais plus du tout envie de vivre. Je n'aspirais qu'à ne plus rien sentir, éprouver ou penser. L'existence m'apparaissait cruelle et absurde. J'ai finalement survécu et c'est là, après ce drame, que j'ai commencé à vivre pleinement et que j'ai découvert que la vie est pleine de sens, de magie, de poésie, malgré tous les obstacles et les difficultés que nous rencontrons et qui parfois nous écrasent. Hugo est troublé par les propos de Blanche. Il se sent mal à l'aise et n'ose lui demander ce qu'elle a vécu de si terrible et pourquoi cette épreuve a finalement transformé son regard sur la vie. Il préfère changer de sujet. Je me pose pas mal de questions sur ce que vous dites, Blanche, mais là je préférerais aller prendre un peu l'air. Ça fait des heures que je suis allongé et je me sens assez rétabli pour marcher. Tu as bien raison, ça te fera beaucoup de bien de faire un peu d'exercice. Hugo se lève lentement de son lit, fait quelques étirements et se rend dans la salle de bain. Il enfile ses vêtements et sort de la chambre. Une infirmière lui explique qu'il n'a pas le droit de quitter le service et appelle le psychiatre. Comme il est déjà debout, le médecin lui propose de le suivre dans son cabinet de consultation. Une heure plus tard, Hugo revient dans la chambre. Étonné par sa mine sombre, Blanche l'interpelle. « Eh bien, tu ne sembles pas si réjoui que ça par ta sortie. J'ai croisé le psy qui m'a fait subir le pire interrogatoire de ma vie. Comment ça? Et pourquoi ci et pourquoi ça? Et si je bois, et si je me drogue, et si j'ai une petite amie? Et si j'ai une tendance homosexuelle refoulée? Est-ce que je me suis remis de la mort de ma mère? Est-ce que j'ai des tendances dépressives depuis? Quelle relation j'entretiens avec mon père et ma sœur? Pourquoi j'ai voulu en finir en prenant des médocs? Est-ce que j'ai l'intention de recommencer, etc., etc. » Blanche rit de bon cœur. Je comprends que ça ait pu t'agacer, mais il fait son boulot après tout. Moi, la seule question qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si tu as encore envie de mourir. Hugo vient de finir d'enlever ses vêtements et se glisse en caleçon et t-shirt dans son lit. Je lui ai dit que non pour qu'il me foute la paix et me laisse sortir de là, mais honnêtement, j'en sais rien. Je n'aime pas plus la vie ce soir que ce matin, et j'aurais préféré ne pas me rater. Blanche est peinée par cette réponse et comprend que le mal-être d'Hugo est très profond. Elle reste silencieuse. Le jeune homme devine son malaise et reprend. « Je vois que je vous heurte. Vous semblez tellement aimer la vie. Je vous connais à peine. Mais je vous aime bien, Blanche. Et quoi qu'il arrive, j'aurais été heureux de croiser votre chemin. » C'est réciproque, Hugo. Le destin est étrange. Nos chemins se croisent au moment où je vais quitter cette terre alors que j'y suis attaché, tandis que tu souhaites déjà partir alors que tu as si peu vécu et t'as encore à apprendre et à découvrir. J'ai déjà appris une chose importante aujourd'hui grâce à vous, Blanche. Ah, laquelle? C'est qu'on peut avoir traversé de grandes épreuves
à vivre et en avoir envie malgré tout. Demain, j'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé, Blanche. Là, je suis crevé, je vais avaler ce somnifère que le psy m'a donné et essayer de dormir. Au fait, il a accepté de te laisser sortir, demande Blanche. Hugo pousse un grand soupir. Pas du tout, l'enfoiré. Il me garde encore en observation et refuse de me rendre mon portable. Eh bien, tu vois, je dois être très égoïste, mais ça me fait plaisir de savoir qu'on va passer encore quelques jours ensemble. C'est aussi la seule chose qui me console, Blanche. Et on verra bien qui partira le premier, s'exclame la vieille femme. Il s'éclate d'un rire complice avant qu'Hugo n'éteigne la lumière et ne s'enfouisse sous les draps. Blanche prend son livre, l'ouvre au hasard et, comme elle le fait chaque soir, savoure les quelques lignes de Victor Hugo qui s'offrent à ses yeux fatigués. Celles-ci sont dédiées à la mémoire de Léopoldine, sa fille tant aimée qui s'était noyée dans la Seine à l'âge de 19 ans. Le poète ne s'en était jamais remis, mais cet événement tragique lui aura sans doute inspiré ses plus beaux poèmes. Blanche est d'autant plus émue que ses vers lui font aussi penser à son fils Jean, qui venait souvent, enfant, la déranger dans son bureau et jouer avec ses papiers et ses livres. Elle avait pris ce pli, dont son âge enfantin, de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait. Sur mon lit dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant. Parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prévers. Et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver, radieux et charmants, passés à raisonner, langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. Chapitre 15. Bologne, janvier 1945. Je suis sereine, mais je ressens aujourd'hui un chagrin infini, une peine inconsolable. Je voudrais mourir une seconde fois et ne plus rien ressentir. Soudain, tout semble s'arrêter selon mon vœu. Je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Cette fois, je vais mourir pour de bon. Je vais mourir de chagrin et la mémoire de cette vie sera à jamais effacée. Encore 10 petites pages, le dernier chapitre que je lis aujourd'hui, le chapitre 16. Chapitre 16 donc, France, juillet 2019. La journée a commencé difficilement pour Hugo, puisqu'il a reçu de bonne heure la visite de son père. Afin de les laisser parler tranquillement, Blanche en a profité pour sortir en fauteuil roulant, poussée par Claire, une aide-soignante d'origine martiniquaise. Elle a pu s'aérer un peu dans le parc de l'hôpital. Même si elle se sent de plus en plus affaiblie, ses capacités intellectuelles, sensitives et émotionnelles restent intactes. Elle ne se nourrit plus, mais boit encore un peu. Elle sait qu'il ne lui reste plus que 2 ou 3 jours à vivre et elle entend profiter de chacun de ses derniers moments. Elle demande à l'aide-soignante de se rapprocher d'un massif de roses blanches. Elle parvient à attraper une tige et tend la fleur vers son visage. Elle ferme les yeux et hume lentement le parfum de la rose. Un immense sentiment de bien-être l'envahit. Quelle merveille
On s'attache tant à nos animaux, ils sont si affectueux, sensibles et intelligents, quand je pense que certains les maltraitent. C'est terrible, s'exclame Claire, mais pensez à tous les êtres humains qui sont aussi maltraités. On en voit tant arriver ici aux urgences, des femmes et des enfants surtout. Ça me rend bien triste de voir qu'il y a tant de cruauté. Tu as raison, Claire. Comme disait le poète Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un pour les humains et un pour les animaux. On a du cœur ou on n'en a pas. Et quand on a du cœur, on est touché par la souffrance de tous les êtres sensibles. Parvenue au pied du tilleul, Blanche demande à Claire de coller le fauteuil contre le tronc de l'arbre pour qu'elle puisse le toucher. Elle pose délicatement ses deux mains sur le tronc et ferme les yeux. Elle parle à l'arbre en pensée et le remercie pour la force et la sérénité qu'il lui infuse. Après un long moment d'échange silencieux, Blanche demande à Claire de la raccompagner dans sa chambre. La vieille dame constate avec soulagement que le père Ducos est parti. Le jeune homme ne semble pas trop affecté par cette visite qu'il redoutait tant. Il accueille Blanche avec un large sourire. « Ah, je me demandais si vous n'aviez pas fait une fugue, Blanche. Grâce à Claire, j'ai fait un délicieux tour dans le parc, mais c'est moi qui me suis inquiété pour toi. Comment ça s'est passé avec ton papa ?» Il m'a surpris pour tout vous dire. Il était beaucoup plus présent et attentif que d'habitude. En fait, quand je lui ai dit que je n'avais pas eu la force de lui annoncer que j'avais encore échoué au concours, il a eu les larmes aux yeux et m'a demandé pardon. C'est beau, j'en suis ému. Oui, il m'a vraiment touché, mais j'ai pas su quoi dire. Alors on est resté un moment en silence à se tenir la main. Puis il m'a dit que je pouvais faire les études qui me plaisaient, que ce qui lui importait, c'est que je sois heureux. Et puis il est parti. Il repassera demain avec ma sœur. C'est formidable, même si c'est triste qu'il ait fallu que tu commettes un acte aussi violent pour qu'il comprenne. Je crois qu'il ne s'en rend même pas compte de l'impression qu'il nous a toujours mise à ma sœur et moi pour qu'on réussisse dans les études. La pression, donc un bal d'impression, j'ai mal lu. Certainement, car il pensait agir pour votre bien. C'est tellement fréquent. Tant de parents pensent que leurs enfants devraient faire ci ou ça pour être heureux ou réussir dans leur vie, alors que s'ils étaient vraiment à l'écoute, ils découvriraient que leurs enfants ne sont pas comme eux, n'ont pas forcément les mêmes aspirations ou les mêmes talents qu'eux, que ce qui les épanouirait, ce serait de suivre un tout autre chemin. C'est pour ça qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes attentions. Sans doute. Mais la question importante maintenant que tu commences à te libérer du regard de ton père, c'est de savoir ce que toi tu veux faire de ta vie. Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. À part mes potes, je kiffe pas grand chose. Tu as une petite amie? Pas spécialement. Ça veut dire quoi? Personne de fixe. Il y a quelques filles avec qui j'ai des plans, mais rien d'important. Tu n'as jamais été amoureux? Si, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai vite été déçu. Déçu par les femmes? Non, plutôt par l'amour. Disons que je me suis vite rendu compte que j'avais surtout du désir pour mes copines et que je tenais pas plus que ça à elles une fois qu'on était installé dans une relation plus durable. Parce que tu étais attiré par d'autres filles? Oui, mais surtout parce que je préfère voir mes potes jouer à mes jeux que de passer du temps avec elles. Je m'aperçois que tu n'as pas encore vraiment été amoureux, ou du moins que tu n'as pas exploré les couches plus profondes du sentiment amoureux que celle du premier bloc, qui est lié au désir sexuel. Quand un jour tu auras envie d'approfondir une relation, tu découvriras de nouvelles joies liées à l'amour que tu portes à une personne et à celui que cette personne te porte.
vécu ensemble, ce n'est pas tant le désir charnel que de vivre en sa présence. J'aimais son être, y compris ses défauts et ses vulnérabilités. C'est même ça qui m'attendrissait le plus. Rien n'était simple ni parfait. Nous avons traversé des épreuves et surmonté des obstacles, mais il y avait une formidable complicité entre nous et rien ne nous rendait plus heureux que de voir l'autre heureux. Vous parlez de lui au passé, il est décédé. Oui, il y a une dizaine d'années, et vous n'avez pas eu d'enfant. Si, un fils, Jean. Il est mort écrasé par un chauffard ivre. Je suis désolé, tellement désolé pour vous, marmonna Hugo qui est heurté par la nouvelle. Blanche lui tend la main, il s'en saisit, puis elle reprend en souriant. C'est peut-être pour ça que je me suis tout de suite attaché à toi. Il avait ton âge quand il est parti. Je ne te juge pas, tu avais certainement de bonnes raisons de commettre cet acte. Mais je pense à tes proches, à ton papa, à ta sœur, à tes amis. J'imagine leur douleur si tu étais décédé. Quand j'ai pris ma décision, je pensais à rien d'autre qu'à en finir une fois pour toutes. En plus, j'étais épuisé nerveusement par toutes ces révisions avant le concours. J'ai sans doute manqué de lucidité, mais quand j'ai revu mon père tout à l'heure, que j'ai réalisé à quel point il était atteint, il aurait porté ce poids tout le reste de son existence. On ne se remet jamais de la perte d'un enfant. Au début, on est anéanti. Rien ne peut atténuer notre tristesse ni notre colère contre la vie. Et puis, avec le temps, on apprend à vivre avec. On se souvient des moments merveilleux qu'on a passés ensemble. Et on réalise que notre enfant continue de vivre dans notre mémoire, dans notre cœur. Mais sa présence, son rire, ses larmes nous manquent pour toujours. Et tu vois, je crois que cet amour-là n'est pas non plus seulement chimique. Même s'il y a certainement un lien biologique naturel, il y a aussi un attachement à un être unique qu'on aime, qu'on a aimé et qu'on aimera pour l'éternité. J'ai jamais ressenti ce type d'amour, que ce soit dans ma famille, avec mes copines ou mes potes. Je suis pas certain d'être capable de m'attacher à ce point. Je suis peut-être handicapé du cœur, ou c'est une question de génétique. Vous savez, nous les jeunes, on ne croit plus beaucoup au grand amour comme vous. On ne s'attache pas trop, peut-être pour ne pas souffrir et rester libre. Moi aussi, je suis très attaché à ma liberté, mais je ne l'opposerai pas à l'attachement à ceux que j'aime. Pour moi, être libre, ce n'est pas faire tout ce dont on a envie à tout moment, sans aucune contrainte. C'est quoi alors? C'est ne pas être esclave de ses pulsions, de ses désirs, de ses émotions. La vraie privation de liberté, c'est agir en automate, en recherchant toujours le plaisir immédiat et en refusant la frustration, alors qu'il y a des obstacles, des contraintes, des engagements qui nous font grandir et qui, si on les accepte, nous permettent d'accéder à un bonheur ou à des joies beaucoup plus profonds et durables. Vous dites ça, mais si je regarde les adultes autour de moi, les amis de mes parents ou de mes copains, je vois surtout des drames, des gens qui se déchirent lors des divorces, de la haine même. Je pense que l'attachement crée surtout de la souffrance. Tu as raison, mais ces gens dont tu parles vivent l'attachement comme une possession de l'autre. L'autre leur appartient. Mon mari, ma femme, mon enfant, et ils ne supportent pas qu'ils puissent évoluer différemment ou les quitter. C'est parce qu'ils ont eux-mêmes des manques, des blessures, des peurs qu'ils s'attachent ainsi à leurs proches et deviennent jaloux et possessifs. Nos enfants ne sont pas nos enfants, ce sont des êtres uniques que la vie nous a confiés. Ils ont leur propre intelligence et ce que nous pouvons faire de mieux, c'est les aider à prendre leur envol, à devenir autonomes. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, les aimer de manière inconditionnelle. De même, nos conjoints ne nous appartiennent pas. La vie a permis que nous construisions leur route. La vie a permis que nous croisions leur route pour que nous nous aidions mutuellement à grandir et à devenir pleinement nous-mêmes. Aimer, ce n'est pas accaparer l'autre, encore moins le rendre dépendant de soi. Au contraire, c'est vouloir son autonomie. La jalousie, la possessivité, la peur de perdre l'autre sont des passions qui parasitent, voire détruisent la relation de
lucide sur le fait que l'autre ne nous appartient pas et sur les motivations souvent inconscientes qui nous attachent à lui. C'est par cet effet